Aujourd'hui, la vraie question, c'est pas de savoir si tu utilises l'intelligence artificielle dans ta création de contenu, mais plutôt de comment garder ton empreinte quand elle t'assiste. Dans cet épisode, on explore comment injecter des marqueurs d'authenticité dans ton storytelling pour que peu importe l'outil que tu utilises, ton audience ressente ta présence derrière chaque mot. Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode d'À ta couleur. C'est vraiment un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une réflexion toute en profondeur à la croisée de ce qui se vit en nous puis de ce qui s'exprime à travers ce qu'on crée. On va parler d'un sujet qui me touche beaucoup, l'authenticité dans nos contenus, puis plus précisément de la façon dont on la perçoit, dont on la reconnaît. Je dirais même la façon dont on la cultive à une époque où les contenus générés par l'intelligence artificielle prennent une place de plus en plus importante. Aujourd'hui encore, je lisais une statistique publiée sur LinkedIn qui disait que 54% des contenus publiés sur la plateforme étaient créés à partir de l'intelligence artificielle. Mon intention avec cet épisode-là, c'est pas de donner des trucs pour reconnaître du contenu créé à partir de l'intelligence artificielle, pas du tout. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est plutôt une exploration de ces petites choses qui font qu'on ressent encore plus la présence humaine derrière une publication, que ce soit une vidéo, un podcast, peu importe quel format ça prend. Ces détails qui, de plus en plus, deviennent des preuves invisibles qu'il y a de l'humain derrière l'écran. C'est, selon moi, essentiel pour établir une connexion profonde, ces petits signes à force d'être tissé dans tes contenus, dis à ton audience qu'elle est bien face à un être en chair et en os. C'est cette proximité humaine, je dirais, de plus en plus rare et précieuse aussi, qui transforme un spectateur en complice, un lecteur en confident ou un simple défilement de fil d'actualité en un moment de connexion. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça dans mon podcast? C'est parce que l'authenticité, c'est directement relié à mon propre parcours avec le perfectionnisme. Si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que mon mantra en 2024, c'était « Mieux vaut fait que parfait ». J'en ai d'ailleurs parlé en détail dans l'épisode numéro 14 en partageant comment mon perfectionnisme m'avait longtemps empêché de lancer mon service Pépite d'or en septembre 2024. Un an plus tard, heureusement, j'ai vraiment beaucoup progressé. Je te dirais que je me mets vraiment plus facilement en action, puis je résiste vraiment mieux à la tentation de m'acharner sur du contenu pour qu'il soit parfait, du moins à mes yeux. Bref, je vis beaucoup mieux avec l'imperfection qu'avant. Puis c'est quoi le lien entre l'authenticité, l'intelligence artificielle, puis le fameux perfectionnisme dont je te parle? Plus les contenus générés par l'intelligence artificielle se multiplient dans nos fils d'actualité, plus on réalise à quel point la perfection peut parfois sonner faux, ou du moins peut parfois paraître trop léché, sans âme, désincarné aussi. Puis là, je suis pas en train de dire que tous les contenus créés à l'aide de l'intelligence artificielle sont froids ou sans âme, loin de là. Il y a vraiment des créateurs qui réussissent à apprivoiser la technologie avec brio, à l'adapter à leur style, à leur ton, à leur voix. Ils font vraiment de leur robot un véritable assistant créatif sans jamais perdre de leur couleur. Puis ça, moi, perso, je trouve ça vraiment inspirant. Mais c'est pas automatique.
Donc, le risque, si on ne fait pas attention, c'est de se mettre à vouloir atteindre un niveau de fluidité, d'efficacité, de productivité qui pourrait finir par effacer tout ce qui rend notre contenu vraiment vivant. Puis c'est là que le perfectionnisme peut nous jouer un tour. Parce qu'à force de vouloir que tout soit impeccable, que chaque mot tombe juste, que chaque image soit sans défaut, on risque de créer un contenu qui ressemble davantage à ce que l'intelligence artificielle ferait seule, qu'à quelque chose qui porte réellement notre signature. Autrement dit, plus on cherche à faire parfait, puis je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle quand je te dis ça, plus on finit par faire comme tout le monde. Puis dans un contexte où les outils deviennent de plus en plus accessibles, ce qu'on a de plus précieux, c'est pas notre capacité à bien formuler, c'est notre capacité à faire sentir qu'on est là, vraiment là, derrière le texte, dans la voix, dans l'intention, dans le détail que seule une vie humaine peut nommer. Là où, avant, la perfection était perçue comme un certain idéal à atteindre, aujourd'hui, elle peut devenir tranquillement un indicateur de distance, de manque d'émotion, de manque de vécu. Puis à l'inverse, ce qu'on aurait pu considérer comme pas professionnel, il y a quelques années, par exemple une phrase hésitante, une image floue, par exemple, de moindre qualité, une opinion nuancée, un moment de doute partagé, ça devient aujourd'hui des signaux de connexion puissants. Puis c'est pour ça que j'ai voulu consacrer un épisode à ces marqueurs d'authenticité, parce qu'à mes yeux, ils sont profondément liés à notre manière de se raconter, à la façon dont on transmet ce qui vit en nous. Parce que je le dirai jamais assez, le storytelling, c'est pas une technique pour impressionner. C'est pas non plus une quête de perfection. Le storytelling, celui qui crée du lien, cherche à faire ressentir, à toucher, à émouvoir, à inviter à la réflexion. Puis pour ça, il y a besoin de matière vivante, il y a besoin de vécu. Ce que je trouve beau, c'est que ce genre de contenu-là demande énormément de courage. Pas du courage pour écrire, mais pour laisser vivre ce qui est déjà là, sans penser à la performance, juste nommer un petit bout de vécu, puis l'assumer pleinement. Ce que je trouve fascinant avec ce type de contenu-là, c'est-à-dire le contenu que je vais dire imparfait, c'est du contenu qui résonne souvent plus fort, plus vite, plus loin qu'un texte léché sur lequel on se serait cassé la tête, par exemple, pendant 2 heures, ou même parfois plus. Parce que ton audience, elle ne cherche pas la grandeur ou la perfection, elle cherche la présence. Ton audience, elle veut des repères, elle veut sentir que tu es là, pleinement, que tu vis ta vie avec toutes ses nuances, puis pas juste que tu répètes un texte écrit pour plaire. Puis cette nuance-là est super importante. C'est toute la différence entre faire du contenu puis raconter quelque chose. Parce que tu peux écrire un post super bien structuré, avec la bonne image, le bon appel à l'action, sans pourtant raconter quelque chose qui te ressemble vraiment. Puis dans mon approche à moi, le storytelling, il prend vraiment tout son sens quand il n'est pas un outil pour fabriquer un personnage, mais qui est plutôt au contraire un moyen pour raconter ta vérité, même de façon imparfaite, parce que cette vérité-là, c'est elle qui crée la connexion, la confiance, la fidélité. Puis moi, je suis convaincue que la clé du succès entrepreneurial, ça repose souvent sur notre capacité à tisser des liens authentiques. Puis tu vois, ça me fait penser à une anecdote. Il y a plusieurs années, j'ai été invitée à aller donner une conférence au collège La Flèche à Trois-Rivières. C'est l'endroit où je suis allée étudier après le secondaire. Puis on m'a invitée à participer à un panel. On était 3 entrepreneurs dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat. Et j'étais dans l'auditorium du Collège La Flèche devant, je pense, sûrement une bonne centaine d'étudiants. Des étudiants qui étaient principalement en administration. Puis ils nous posaient une question. Ils nous disaient, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à nos étudiants qui, peut-être, dans quelques années, vont se lancer en affaires à leur tour. Tu sais, c'est quoi ton conseil? Puis là, moi, je suis passée la 3e, donc j'ai pu entendre les réponses des 2 premiers, tu sais. Puis les réponses qui ressortaient, c'était souvent bien se former, suivre de la bonne formation. Bon, on était dans des trucs plus techniques, là, tu sais, d'accompagnement et tout ça. Puis je vais toujours me rappeler ce que j'ai dit, puis c'était en lien avec justement cette capacité-là à créer du lien. Vous êtes à une étape charnière de votre vie. Vous êtes à l'école, vous avez des
des camarades, des coéquipiers, des amis avec qui vous êtes dans vos cours. Vous gardez la personne qui est assise à côté de vous parce que ces personnes-là, quand vous allez vous lancer en affaires, ben c'est votre réseau. C'est votre capacité à avoir tissé des liens dans votre vie qui va sûrement, assurément vous aider dans votre entreprise. Puis je me rappelle, c'est drôle parce que, écoute, je suis allée donner cette conférence-là, puis ça faisait de nombreuses années là, que j'avais fini quand même mon cégep, on s'entend. Moi, j'ai fait des études en histoire. Je t'avais déjà raconté ça. Mais au collégial, j'ai pris tous les cours, les options en histoire. Et dans l'assistance, il y avait mon ancienne prof, finalement, d'histoire, qui était là. Puis tu sais, cette conférence-là n'était pas destinée aux étudiants en histoire. C'est pas parce qu'elle accompagnait ses étudiants qui étaient là. Elle était là parce que elle avait vu dans la programmation qu'il y avait une Marie-Pierre Lemaire qui allait être du panel, puis elle se rappelait de moi. Elle se rappelait que j'avais été son élève. À l'époque, écoute, j'essaie de me rappeler, c'était en quelle année que j'ai terminé? Je pense que c'était en 2005. Il y a quand même un petit bout. Il y a 20 ans! My God! Puis, ben, c'est ça, Marie-Odette Lachaine, que je salue, qui était là dans l'assistance. J'étais allée la saluer à la fin, puis elle m'a dit « T'avais tout à fait raison. » Elle dit « Je trouve que c'était sage, tes paroles, parce que oui, notre succès repose sur une capacité à tisser des liens authentique, puis elle dit c'est pour ça que je suis là dans le fond, c'est pour ça que je suis venue te voir, parce que tu m'as marqué, tu sais, comme étudiante, puis on a tissé des liens, il y a, bon là à ce moment-là, ça faisait peut-être, je sais pas, 16, 17 ans que j'avais terminé l'école, quand même, on s'était pas revus depuis toutes ces années-là, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est tellement précieux, je suis vraiment convaincue de ça. Puis il y en a un auteur que j'aime énormément, Benoît Chaloufou, qui, lui, a écrit Le super pouvoir des relations interpersonnelles. J'y vais de mémoire, là. Super livre que j'ai adoré. Vraiment, ça, j'en suis convaincue. Donc, des liens authentiques. Puis je le sais, tu t'es peut-être tanné d'entendre parler d'authenticité, parce qu'on dirait que ce mot-là, il est partout. Il a été usé, il a été vidé, il a été remixé à toutes les sauces au point où on sait même plus ce qu'il veut dire, tu sais. Mais pourtant, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, l'authenticité retrouve tout son sens, selon moi. Pas comme un cliché marketing, mais comme une façon d'être réellement présent. C'est vraiment comme ça que je le vois en 2025. Puis à mesure que le contenu généré devient plus courant, plus facile, plus accessible, plus rapide, ben les audiences aussi deviennent plus sensibles aux signes, aux moindres petits signes de vérité. Puis qu'est-ce que j'entends par des petits signes de vérité? Ben c'est des choses imparfaites que l'IA ne parvient pas à reproduire totalement. Parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui capte vraiment l'attention des gens, c'est plus du contenu parfait, bien écrit, bien cadré ou bien pensé, mais c'est vraiment plus les traces du vrai. Je dirais ça comme ça. Mais attention, dire vrai, c'est pas tout dire n'importe comment non plus. Il y a une nuance importante ici. Puis c'est une nuance qu'on oublie trop souvent quand on parle d'authenticité. C'est pas parce que c'est sincère que c'est juste. Parfois, ce qu'on appelle authenticité, c'est juste une impulsion mal canalisée, une émotion lancée trop vite, impulsivement, trop fort. Ce que les gens cherchent en ce moment, c'est pas une franchise crue. Moi, ce que je pense, c'est que les gens attendent une vérité incarnée avec conscience. Puis ça aussi, j'en ai parlé dans un de mes épisodes, là, l'épisode numéro 16. Ça s'appelle « Les 3 plus grands pièges à éviter en storytelling puis comment les éviter ». Puis c'est exactement là, moi je pense que le storytelling prend tout son sens, pas juste dans l'idée de raconter une anecdote, mais plus pour offrir un morceau de vécu, un fragment d'histoire, choisi avec intention, puis déposé avec soin. Parce que c'est ça à mes yeux, je dirais, j'oserais dire, la nouvelle authenticité. C'est celle qui cherche pas à être parfaite. C'est pas celle qui crie là, pour se faire entendre. C'est juste celle qui est pleinement là. Puis moi je pense que dans le contexte dans lequel on est, notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est pas juste de publier, mais c'est de créer un lien réel avec ceux et celles qui nous suivent. Donc, tout ça pour dire que dans cet épisode-là, je vais te donner des pistes concrètes pour reconnaître ces marqueurs d'authenticité, puis surtout pour les intégrer dans ton storytelling. Alors, j'ai 4 pistes concrètes pour toi. La première, c'est la prise de position personnelle. Puis je trouve que c'est un marqueur d'authenticité souvent sous-estimé. Prendre position, ça veut pas dire nécessairement revendiquer, argumenter ou choquer pour attirer l'attention. C'est pas une posture revendicatrice ni une performance de conviction, c'est plutôt de dire « Voici comment moi je vois les choses.
Voici comment ça résonne pour moi avec mon parcours, mes valeurs, puis mon histoire. Puis dans un contexte où il y a pas mal d'affaires qui peuvent être générées par l'intelligence artificielle, ça change tout. Parce qu'un point de vue sincère, incarné, nuancé, ça s'imite pas. On le sent tout de suite là, quand une personne parle à partir de son vécu plutôt que de se répéter une opinion populaire ou une tendance. On la reconnaît, cette voix qui s'ancre, qui cherche pas nécessairement à avoir raison, mais qui cherche juste à être vraie. Puis ce genre de prise de position-là, c'est pas obligé d'être spectaculaire. Parfois, c'est juste de dire « Hey, j'ai lu tel article ce matin, ça m'a brassé en dedans. » C'est aussi des fois de dire « Hey, cette tendance-là, moi, ça me met mal à l'aise, puis je t'explique pourquoi. » Ou bien « Ce post m'a fait réfléchir à une expérience que j'ai vécue, puis là, je te la raconte. » Donc, t'as pas besoin de faire des grands discours, t'as juste besoin de nommer ce qui t'habite face à ce que tu vois, face à ce que t'entends, face à ce qui circule. C'est comme ça que tu sors du rôle de créateur qui publie dans sa bulle pour entrer dans un vrai dialogue avec ton audience puis avec le monde autour de toi. Puis ce qui est beau dans ça, c'est que plus tu assumes ces petits détours-là personnels, plus ton audience va reconnaître ta voix. Tu ne seras plus la personne qui crée du contenu sur X sujet, tu vas devenir une personne qui fait réfléchir aussi autrement. Puis ça, c'est un marqueur d'authenticité très fort, justement parce qu'il est délicat aussi. Parce qu'il demande de ralentir, il demande de réfléchir, d'oser parfois être à contre-courant, mais sans jamais forcer le ton. Puis dans le storytelling, ça, là, c'est un ancrage précieux, parce que tu racontes pas juste ce que tu fais, tu racontes comment tu vois le monde. Donc, tu racontes ta vision du monde. Puis ça crée de la résonance. Deuxième marqueur d'authenticité, montrer ce que tu es en train de faire plutôt que le déjà fait. Il y en a qui pensent qu'il faut attendre que tout soit prêt, tout soit abouti, peaufiné, avant de partager son histoire. Comme s'il fallait montrer juste le projet une fois terminé, une fois la réussite atteinte, dans un parcours résumé dans quelques phrases inspirantes. Mais dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, tu sais, il y en a du contenu qui se publie, il y en a du contenu qui est bien construit. Ce qui touche davantage, c'est plutôt le mouvement. C'est pas la destination finale. Donc, c'est le process, c'est le chemin, OK, pour t'y rendre. Donc, quand tu partages ce que j'appelle « en train de », donc ce que pendant que tu le vis, même si c'est pas abouti, même si c'est pas final, même si tu n'as pas encore tiré toutes les leçons que tu devais tirer nécessairement, bien, ça invite quand même les gens dans le processus, pas juste dans le résultat final. C'est dire « voici où j'en suis, je doute encore un peu en chemin, c'est pas encore tout à fait clair, mais je suis là-dedans présentement. » Puis ça, c'est profondément humain. Parce que ce qu'on cherche dans un contenu, c'est pas juste une inspiration toute faite, c'est un miroir, un écho, un repère de notre propre vie. Puis on se reconnaît bien plus dans quelqu'un qui est encore dans le chantier que dans quelqu'un qui montre juste, je dirais, la finalité, le résultat, le succès au bout. C'est ça l'authenticité en storytelling, c'est oser raconter pendant qu'on est encore dans le flou. Cela dit, je considère toujours que c'est plus puissant quand on a une fondation solide sur laquelle s'appuyer pour raconter nos anecdotes, pour raconter notre quotidien, pour raconter notre chemin, parce que ça nous enligne quand même, ça nous aide dans le présent d'avoir fait ce travail-là, évidemment. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir trouvé toutes les leçons de tout ce que tu as vécu, OK? Tu peux simplement dire « Hey, je suis en train de traverser ça, puis voici ce que ça m'apprend pour l'instant, dans l'instant présent. » OK? Puis ça ne va pas diminuer ta crédibilité, au contraire, ça va te rendre davantage accessible même, ça va te rendre davantage présent, vrai. Puis c'est souvent dans ce type de contenu-là aussi qui est un petit peu plus vulnérable, qui est plus, je dirais, en mouvance, que les liens les plus profonds vont se créer. Parce qu'on ne connecte pas à une image figée, on connecte à quelqu'un qui avance, même s'il fait des petits pas. Troisième marqueur d'authenticité, ancrer ton contenu dans le moment présent. Donc, une présence qui se ressent. Dans le contexte dans lequel on est, où on peut absolument presque tout automatiser, on peut recycler, reprogrammer du contenu, le simple fait de nommer ce qui est en train de se vivre ici et maintenant, ça devient un geste d'authenticité puissant. Quand tu dis, par exemple, j'enregistre cet épisode assis sur ma galerie, sur ma chaise à Mac, par exemple, chose que j'aimerais d'ailleurs énormément faire, mais que je fais pas parce que ça serait tout un travail de montage parce qu'il y a énormément de bruit devant ma galerie.
avec les tracteurs qui passent, puis les vannes et tout ça, ça serait compliqué que tu m'entendes, que j'aurais pas une qualité audio incroyable. Bon, oui, ok, je vis mieux l'imperfection, mais tout de même, il faut que tu puisses entendre ce que j'ai à te dire. Donc, quand tu écris un post, par exemple, puis que tu dis « j'écris ça pendant qu'il pleut », tu sais, quand tu es capable de te situer, tu racontes pas juste un détail, t'offres un repère de réalité. Tu fais en sorte que la personne qui t'écoute, si c'est un podcast, ou qui te lit, ou qui te regarde, puisse t'imaginer te situer, puis qui puisse presque te ressentir. Puis ça, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui peut le générer de façon spontanée. Oui, elle peut stimuler un ton, mais pas ce que ça fait d'être là, tu sais, à ce moment précis-là, dans cette énergie-là même. C'est une ancre spatio-temporelle, oui, mais c'est surtout une preuve de présence réelle. C'est un moyen subtil, mais très fort de dire « ce que je te partage, là, je ne l'ai pas recyclé. Je suis là avec toi maintenant. » Dans un storytelling introspectif, ça, c'est vraiment précieux parce que ça transforme un message en moment. Un moment qui vit dans un décor, dans un corps, dans une saison. Un moment où tu es non seulement en train de parler de toi, mais aussi d'être là, dans le monde, en relation avec ce qui t'entoure. Puis pour la personne qui reçoit ton message, ça change tout. Elle lit plus juste un contenu, elle rentre dans une scène vivante, puis elle ressent davantage cette vibration que je dirais partagée. Donc, petite astuce concrète pour toi, si tu veux intégrer ce marqueur d'authenticité-là dans ton contenu, tu pourrais par exemple au début d'un texte ou d'un enregistrement de podcast ou d'un live, prendre quelques secondes pour nommer ton décor, ton ressenti ou ce qui se passe autour de toi. Ça peut être la météo, la lumière, le bruit, ce qui t'habite. Ça crée un lien direct, plus intime puis incarné avec ton audience. Parce que l'authenticité, c'est pas juste ce que tu dis, c'est aussi où t'es puis comment tu le dis. Puis le fait de situer ton message dans un moment réel, ça lui donne de la texture que l'intelligence artificielle n'est pas en mesure d'identifier, on s'entend? 4e marqueur d'authenticité, parler de ton vécu, pas juste de ton expertise. T'as beau être la personne la plus compétente de ta niche, connaître ton sujet sur le bout de tes doigts, avoir toutes les certifications du monde, mais ce qui crée un lien profond avec ton audience, c'est pas uniquement ton savoir, c'est aussi ton vécu. Ton expertise va informer, ton vécu, lui, va transformer. Dans un monde qui est saturé de contenu expert, entre guillemets, ce qu'on cherche, c'est pas la théorie qu'on peut googliser. Je dis googliser, mais je pense que c'est googler. Bref, qu'on peut chercher sur Google. C'est comment tu l'as vécu, toi, dans ton corps, dans ton quotidien, dans ton parcours réel. On veut savoir pourquoi ce sujet-là te tient tellement à cœur. À quel moment de ta vie ça t'a confronté? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Quand tu partages ça, tu ne transfères pas une connaissance je dirais de manière verticale. T'invites ton audience à marcher à côté de toi, t'ouvres un espace de résonance. Puis dans le storytelling introspectif, cette nuance-là est capitale. Parce que c'est pas ton expertise qui rend ton message inimitable, c'est ton expérience incarnée. Ce que tu as ressenti, ce que tu as traversé, ce que tu as appris en vivant quelque chose que d'autres vivent peut-être en ce moment. C'est pas juste de dire « voici comment faire une bonne bio ». C'est plutôt « voici comment j'ai réécrit la mienne après des années à me cacher derrière des mots beaucoup trop neutres ». Tu vois la différence? Il y en a un qui informe, l'autre touche. Dans un monde où l'intelligence artificielle peut résumer n'importe quel article ou créer une fiche pratique en claquant des doigts, c'est ton histoire personnelle qui devient ton actif le plus précieux. Fait que la prochaine fois que tu vas vouloir transmettre un conseil, une idée, une piste, commence par où c'est passé en toi. Montre ce que ça t'a coûté, ce que ça t'a révélé. Puis après ça, partage ton savoir. C'est cette séquence-là, vécu, prise de conscience, transmission, qui transforme un contenu utile en un contenu mémorable. Parce que c'est dans ton histoire, c'est pas juste dans ta compétence seulement que ton audience découvre ce qui te rend profondément humain. Puis c'est là que la connexion se crée pour de vrai. Alors, si je devais te résumer ce qu'on a exploré ensemble aujourd'hui, je te dirais ceci.
À une époque où tout est automatisé, optimisé, aseptisé, ta plus grande richesse reste ta présence réelle. Ta capacité à raconter ce que tu vis tel que tu le vis sans chercher à, disons, perfectionner ton humanité. Puis là, il y a une citation que j'aime beaucoup de Cal Newport qui dit « La profondeur crée la valeur dans un monde distrait. » Puis c'est tellement ça qu'on cherche dans nos histoires, de la profondeur. Bon, si tu me suis depuis un petit bout, là, tu sais à quel point moi je suis toujours à la recherche de profondeur. Non pas, quand je dis la profondeur, je veux pas dire la perfection, là, OK? Je veux dire le vécu. Je veux dire les réponses qu'on réussit à trouver dans l'introspection. Je veux pas dire non plus la fluidité sans faille, mais je parle plutôt du mouvement et aussi de l'imperfection assumée. Donc aujourd'hui, on a exploré ensemble des marqueurs d'authenticité que tu peux facilement, je te le souhaite, que ce soit facile à intégrer à ton storytelling, ça sera à toi de me le dire. Donc je te les résume, prendre position à partir de ton histoire plutôt que de suivre des tendances. Partager le mouvement, le « en train de », plutôt que le « déjà fait », en osant montrer ton processus, tes hésitations, tes doutes en cours de route. Ancrer ton contenu dans l'ici et maintenant, en situant ton récit dans ton contexte immédiat. Et bien sûr, évidemment, le dernier, parler de ton vécu, pas uniquement de ton expertise. Maintenant, j'ai envie de savoir lequel de ces marqueurs tu as le plus envie d'intégrer dans ton contenu pour connecter profondément avec ton audience. Puis si jamais tu as d'autres marqueurs d'authenticité que toi tu utilises puis que j'ai pas nommés, je serais curieuse de les connaître. Tu peux créer du contenu sur les médias sociaux en m'identifiant La Voisine Pro. Ça va me faire plaisir d'interagir avec toi. Donc, tu peux venir me l'écrire ou me le partager, même en message privé, là, ça me dérange pas, ça va me faire plaisir de te lire. Puis si cet épisode-là t'a parlé, ben tu peux prendre une petite minute pour l'envoyer à quelqu'un autour de toi qui aurait besoin d'entendre que c'est justement dans ses imperfections, puis dans son vécu, que se cache sa plus grande force. On se retrouve dans 2 semaines pour l'avant-dernier épisode de la saison 2. Salut là! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel, ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram, ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.